Bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, la fin de la possession, de la propriété privée, la mise en commun de tout, voilà, bref, tout ce qu'on peut imaginer d'un monde qui a atteint de sa sérénité. Voilà, la paix, une humanité qui a compris que cette planète, c'est un véritable paradis potentiel et qui a aucune raison d'évoluer par antagonisme en se faisant la guerre, en accumulant, en se massacrant les uns les autres sur une planète perdue au milieu de l'univers, perdue dans quelque chose d'inouï, d'inimaginable encore, que les chercheurs cherchent à éclairer, évidemment, et qu'on finira par éclairer. Et même le sens de notre évolution vers cet état de perfection. Tout ça finira par être compris par l'humanité, évidemment. Voilà, donc ça c'est l'introduction. Pour démontrer un peu cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios que j'écoute, des podcasts, souvent sur France Culture et entre autres sur une émission qui s'appelle Avec Philosophie. Et là, la semaine dernière, elle était consacrée, ou cette semaine, elle était consacrée à Platon, et à sa relation avec la démocratie. Alors, c'est la troisième vidéo, ça devrait être la quatrième, celle que j'ai fait hier. Le son ne s'est pas enregistré, alors c'est vraiment curieux, j'espère que là ça va le faire. Il n'y avait pas de son, donc aussi étonnamment que ça puisse paraître, il n'y a pas eu de son à la fin, voilà. Et donc je reprends pas à l'arrière, je vais continuer, tant pis pour une petite partie ne sera pas écoutée en fait. On y va, on est à la 23e minute. Je lance et je commente. Je digresse. Ce qu'on peut reconstituer en fait, c'est que Socrate meurt en 399. Et c'est pas dans la lettre 7, mais c'est d'autres textes qui nous permettent de le dire. Plusieurs disciples de Socrate, dont Platon, quittent la cité et vont s'installer quelque temps à Mégare, sans doute parce qu'il n'est pas très bon d'avoir été le disciple de Socrate à Athènes juste après sa mort. Voilà, et c'est la démocratie qui est... c'est une sorte de démocratie il me semble, hein, qui a poussé Socrate au suicide, à la mort, qui l'a condamné à mort en réalité. Et donc, d'où peut-être aussi l'hostilité. Mais Platon montre bien les mécanismes de corruption des systèmes progressivement, que ça soit l'aristocratie, l'oligarchie et la démocratie, voilà, finissent toujours par se corrompre. Et on le voit actuellement, hein, on est en plein dans ce mécanisme de corruption. Voilà, ce qui appelle forcément un autre système etc., etc. C'est notre façon d'évoluer inconsciente. Pour l'instant, tant qu'on évolue de façon inconsciente, on évolue comme ça, à tête baissée, on reproduit des erreurs. Évidemment, ça permet l'évolution quand même, mais on reproduit des erreurs qui, normalement, auraient dû nous servir de leçon. On le voit avec les génocides, on a beau mettre... voilà, on ne sait pas épargner le génocide rwandais, et tout simplement parce qu'on n'a pas analysé réellement les causes, se poser vraiment prendre ça à bras le corps, en faire quelque chose de fondamental dans l'humanité pour pouvoir le travailler clairement. Aujourd'hui, c'est la même chose avec les maltraitances des enfants qui font que il y a encore des enfants qui sont abusés dans des familles. Si l'État avait, si les systèmes, si le système, si l'État, les dominants avaient pris
la mesure réelle de cela, ben, il y aurait un plan de catastrophe, un plan comme on fait pour les catastrophes naturelles, un plan d'urgence. Et on mettrait tout en œuvre pour détecter les enfants maltraités, les enfants abusés, dès la maternelle, voire qu'il y ait un système qui aille directement dans les familles. Et c'est étonnant parce que je regarde en ce moment pas mal de films japonais des années 50. Et dans un film, je crois que c'est de Kurosawa, euh, il y a quelqu'un est malade, quelqu'un a des problèmes, je crois, dans son entreprise, et il y a tout de suite quelqu'un des services municipaux qui va dans la famille se renseigner, voir, etc., prendre contact avec les gens. Aujourd'hui, on le voit, le système, le néolibéralisme qui sont en fait les hommes d'État depuis 40 ans sont simplement les relayeurs de l'oligarchie qui s'impose. Donc, ils écartent tout ce qui est social pour privilégier tout ce qui est commercial et qui appartiennent à l'oligarchie en réalité. Et donc, on voit bien qu'ils ne mettent pas de moyens dans ces services-là, alors que ça serait la logique. Et on était parti, les 30 Glorieuses montaient justement ce côté social, etc., le développer. Et puis, à partir du moment où l'oligarchie s'est imposée, elle a fait refluer tout ça. Et Platon va revenir dans la cité en 387, enfin il revient peut-être un petit peu avant, on ne sait pas, mais en tout cas en 387, il y a ce moment fondamental qui est la fondation de l'Académie, c'est-à-dire la fondation d'un lieu à distance de la ville, à proximité d'un ancien gymnase de la cité, mais aussi d'un sanctuaire d'un héros qui s'appelait Ecademos, d'où le nom Académie. Et là, il va former une école avec un sanctuaire des Muses et puis un petit bâtiment dans lequel des formes d'enseignement vont avoir lieu. Il y a des gens qui vont s'y installer pour y vivre durablement. Et donc, ne serait-ce que spatialement, d'un point de voilà, par rapport à ce qu'est Athènes dans la première moitié du IVe siècle. Alors, pour l'anecdote, bien avant, donc il y a quelque chose d'instinctif dans la réflexion philosophique. Parce que, voilà, ce dont je viens de parler, de l'éducation, etc., des enfants, et de voir de la détection des problèmes pathologiques, psychologiques, qui sont inhérents à une éducation, à des maltraitances familiales ou quoi que ce soit, à des souffrances comme ça, de pouvoir les détecter dès l'enfance pour régler le problème très rapidement, soigner l'enfant, lui permettre qu'il ne porte pas ça comme un boulet, ce qui a été mon cas par exemple, qu'il ne porte pas ça comme un boulet tout au long de son existence. Eh bien, en même temps, il y a on va dire une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, à l'époque, le président était Jacques Chirac. Et j'avais écrit, on pouvait écrire au président, et je ne me prive pas de le faire quand j'ai des choses à dire, j'envoie du courrier, qu'il soit lu ou pas lu, c'est pas grave. J'ai l'impression d'avoir fait mon travail. Donc j'avais envoyé un courrier en me disant je venais de m'installer dans la région où je suis, c'est l'Auvergne, et il y a des paysages incroyables. Bon, on est à 1000 mètres d'altitude, il y a et puis il y a une tranquillité, quelque chose d'hallucinant. Et j'avais proposé de construire ici une université mondiale de la démocratie pour apprendre à l'ensemble des jeunes étudiants du monde entier de venir ici, de se former aux valeurs de la démocratie qui sont extrêmement mystiques en fait, qui sont spirituelles ces valeurs-là quand on y réfléchit. De donner la souveraineté au peuple, c'est comme si chez les primates naturels qui étaient notre origine, les dominants se réunissaient et demandaient au peuple, bon, qu'est-ce que
vous voulez qu'on fasse pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous, etc. Parce que c'est ça en réalité. Ça inverse les lois de la nature tout en gardant l'énergie. C'est une œuvre d'art. Et donc créer ce truc. Et c'est resté lettre morte. Évidemment, j'ai reçu une lettre type merci de votre engagement, le président a bien lu votre... et voit l'intérêt que vous portez, il y réfléchit, je me souviens plus exactement ce qui avait été écrit, mais bon, bref, une lettre comme ça, et en fait, rien n'a été fait. Et c'est évident que la France, là, à partir de ces années 80, elle a commencé à baisser la tête dans sa créativité, dans ses valeurs, dans les valeurs qu'elle essayait de mettre au service de l'humanité. Bon, voilà, on en est là. C'est un passage que nous devons cette distance accepter. Prise à l'égard de la ville, à l'égard et donc, des ce lieux. que je voulais dire, c'est que Platon fait la même chose et Aristote aussi, mais je ne connaissais pas à l'époque. Je m'intéressais. C'est pas ça qui m'avait motivé. C'est vraiment intuitif. Et je pense que quand Platon a décidé de créer une école, c'est un besoin de transmettre, et c'est inhérent à la pensée philosophique, je pense. Est absolument fondamental. Tout le monde peut aller à l'académie? On ne sait pas bien. Par contre, ce qui est certain, alors peut-être qu'on ne sera pas d'accord là-dessus avec Dimitri, mais c'est que du point de vue des historiens du politique athénien, il est très clair qu'un des projets de l'Académie, c'est de pouvoir y former des jeunes gens qui appartiennent à l'élite de la cité. Alors des Athéniens et des non-Athéniens, mais aussi des Athéniens, tout simplement pour que, se formant à la philosophie, ils puissent finalement prendre le pouvoir à Athènes et transformer la cité. Donc il y a aussi, l'Académie très certainement ne vise pas seulement à transmettre la tradition socratique et puis élaborer une philosophie voilà, conçue sur un plan strictement spéculatif. Il y a aussi un projet politique qui est associé à l'Académie. Et quand même, si on regarde la longue histoire de la démocratie athénienne du IVe siècle, il faut quand même toujours avoir en tête que cette démocratie va véritablement être abolie à la fin du IVe siècle pendant 10 ans, 317, sous l'égide d'un individu, Démétrios de Phalère, qui est un philosophe, qui est un élève d'Aristote, qui a été élevé dans le cadre du lycée. Et le lycée, c'est aussi une école philosophique qui a quand même pour modèle fondateur l'Académie. Donc, de toute façon, le projet de l'Académie va, en un sens, triompher à la fin du IVe siècle avec l'abolition de la démocratie et le règne de Démétrios de Phalère qui dure une dizaine d'années. Donc cette dimension politique, elle est quand même importante. Voilà, c'est une rupture très profonde. Parce qu'à l'époque, la démocratie, les philosophes n'en voyaient pas elle n'était pas comme aujourd'hui, évidemment. Elle n'avait pas les mêmes valeurs, la même philosophie, on pourrait dire. Et donc, Platon, par exemple, s'est levé contre la démocratie, qu'il pensait être nuisible. Avec l'univers de la cité démocratique. Alors que vous le disiez, Socrate, il enseigne dans les espaces publics, il est accessible à tous. Très différent. Voilà, là, avec l'Académie, Platon invente quelque chose de tout à fait nouveau, assez extraordinaire, mais qui est en rupture avec l'univers de la cité démocratique. Et pourtant, dans ces dialogues, la figure de celui qui fait accoucher les âmes de vérité, celui qui est donc quand même pédagogue, mais par le questionnement, c'est Socrate. Mais donc, de ce point de vue-là, le Socrate de Platon, il est dans l'espace public, en tout cas dans des espaces, voilà, dans les dialogues, il discute avec des sophistes, il discute avec tout le monde apparemment. Oui. Mais dans l'Académie, Platon crée des conditions d'enseignement qui sont un peu différentes des pratiques de Socrate, du Socrate historique. Oui. Alors, pour autant,
qu'on sache qui était enseigné à l'académie. Parce que, Oui. pour rebondir sur ce que disait Paulin, là aussi, il y a un énorme mystère. Il y a des débats féroces. Enseignait-on à l'académie? Je vous donne un exemple d'un débat. Enseignait-on à l'académie? Donnait-on des leçons de zoologie et de botanique ou pas? Il y a des textes qui disent oui, des textes qui disent non. Bon, voilà. On y faisait sûrement des mathématiques. Ça, je pense qu'on peut être à peu près certain. Voilà. Parce que c'était aussi j'ajoute juste à ce que dit Paulin, avec lequel je suis entièrement d'accord, hein. C'était aussi un centre de recherche. Je pense. C'est que ça a aussi été. C'est aussi une université, en fait, l'académie. C'est-à-dire que certains mathématiciens les plus brillants de l'époque se sont. Voilà. Donc, effectivement, on a enseigné des choses tout à fait différentes sans doute, de ce que représente le modèle du dialogue socratique. Est-ce que ça excluait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je viens de voir que Dimitri Elmur, qui parle et qui intervient dans plusieurs émissions là, sur Adec Philosophie, a un esprit que je retrouve dans le mien. C'est-à-dire, il part un peu dans... Voilà, c'est très créatif et c'est en éventail comme ça. C'est juste une remarque dans le... Cependant, Et c'est l'échange génial, hein. argumenté tel qu'on peut le trouver dans les dialogues, on n'en sait strictement rien. Et juste pour poursuivre ce que disait Paulin, moi je suis assez d'accord avec l'idée qu'il y a un projet politique aussi derrière tout ça. Ce que je trouve fascinant en revanche, c'est que j'avais lu j'en avais déjà parlé à Paulin, j'avais lu il y a quelques années un bouquin qui essayait d'évaluer est-ce que oui ou non, au fond, l'académie a changé quelque chose dans l'histoire des cités en envoyant des gens formés chez elle pour gouverner telle ou telle cité, etc. Et ce bouquin, comment dire, avait un jugement assez timide en disant, bon, visiblement, il y a peut-être ça comme projet, mais l'impact de l'académie n'a pas été... Donc ça, c'est vraiment une question moi, je suis pas capable de y répondre. Ouais. Mais en tant qu'historien, ça m'intéresse de savoir si on a pu évaluer vraiment l'impact. Paulin donnait l'exemple de Démétrios de Phalère. Bon, ça, c'est un exemple concret, mais qui vient du lycée. Donc on rattache... Le lycée, c'est plutôt... C'est Aristote, donc on le rattache à second degré en fait, oui, à l'académie. Mais est-ce que Platon a eu un tel impact? En tout cas, si j'ai bien compris, j'attends votre réponse pour l'Ismar, mais il y a un point à ajouter à la question, qui est que lui-même, Platon, a essayé de conseiller plusieurs fois des tyrans. En ce qui concerne lui, il le souhaitait, il est allé 3 fois à Syracuse, je crois. Donc, nous vous écoutons, Paulin Ismar, sur la réalité des effets, notamment politique, d'aller conseiller un tyran, c'est jamais très bon. Oui, c'est difficile à mesurer. Et quelques millénaires plus tard, par exemple, ça a été le cas de Heidegger, qui a cru pouvoir influencer Hitler, et avec la catastrophe que ça a engendré pour lui et pour... Et je pense que sur le très long terme, les effets sont considérables. Alors, pour ça, il faut peut-être pas observer ce qui se passe dans le monde des cités du IVe siècle. Oui. En fait, c'est plutôt dans le cadre des monarchies hellénistiques, oui, à partir de la fin du IVe siècle, et puis qui ensuite vont dominer le monde grec pendant, jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Et le modèle du philosophe conseiller du roi, il va gouverner quand même l'organisation, disons, la conception du pouvoir dans un certain nombre de ces monarchies. Et on peut revenir de ce point de vue-là encore à Démétrios de Phalère, parce que Démétrios de Phalère, il quitte Athènes pour se rendre en Égypte. Il participe, alors on ne sait pas exactement à quel degré, dans quelle mesure, à la fondation du musée d'Alexandrie, dont le modèle du musée d'Alexandrie, c'est quand même ces écoles philosophiques athéniennes, et la première d'entre elles étant l'académie, et qui est au service du roi, et qui en même temps est un centre de recherche, qui en même temps a une bibliothèque, donc voilà, qui est un lieu très... mais voilà, au service de la monarchie lagide. Donc c'est peut-être dans cette longue durée qu'il faut voir... situer les effets. Ouais. Bon. Alors, nous allons parler maintenant du Protagoras. Dans ce dialogue, Dimitri Elmur, Platon met en scène Socrate parlant avec des représentants des... On va arrêter là pour cette vidéo, tiens. Ça fait déjà 19 minutes, on reprendra le Protagoras dans la prochaine.
Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.